C'est un plaisir renouvelé de vous savoir présent ce soir dans le cadre de votre programme Face à l'actualité. Et bien sûr, nous sommes face à l'actualité ce soir. Nous avons donc deux sujets. Un sujet d'accueil pour revenir même sur cette rencontre historique, mercredi 3 septembre 2025. Et les présidents russes, mais également de la Corée du Nord, se trouvent actuellement à Pékin. Pourquoi craindre donc cette rencontre entre ces différents présidents, étant donné qu'il y a bien d'autres chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus à cette rencontre historique, le 80e anniversaire de la reddition des Japonais à la fin de cette Seconde Guerre mondiale. Une autre thématique à l'ordre du jour, vous le savez très bien, le général Assimi Goïta, aujourd'hui à la tête de la République du Mali, il faut le souligner, une transition qui dure 5 années, une transition marquée donc par une succession d'événements. Nous nous souvenons tous de la journée nationale de souveraineté retrouvée au Mali le 14 janvier, en souvenir donc à la grande mobilisation qui a eu lieu pour dénoncer justement les sanctions de la CEDEAO. On en parle donc ce soir avec des experts de haute facture. Général, Monsieur Nestor Podassé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci, Monsieur Nestor Podassé, pour votre présence ce soir. Vous êtes leader panafricaniste chargé de la communication et des relations avec les médias pour la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Merci d'être là. Docteur Zanon Yakouba Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Et bonsoir à toute cette communauté d'Afrique Média qui nous suit depuis toujours, et tous ces abonnés, tous ces téléspectateurs d'Afrique Média. Et je vous transmets donc mon bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes analyste politique. Et notre invité, donc pas des moindres, Monsieur Larba Bogaya, qui est ingénieur des mines de formation, analyste géopolitique, qui nous retrouve, qui est en direct depuis le Mali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous de l'AF, bonsoir à tous de l'Afrique. Je suis très heureux de vous retrouver ma première fois sur votre plateau. Et madame, c'est Larba Bagaya au lieu de Bogaya, d'accord? Bagaya, j'y arrive. Mille excuses. Mille excuses pour cela. Bagaya, j'y arrive en fin de compte. Merci d'être là. Vous êtes analyste géopolitique et géostratégie. Exactement. Merci. Merci infiniment d'être là. Voilà. Alors, on va débuter avec le sujet d'accueil, Monsieur Nestor Podassé. Vous savez très bien qu'il y a une cérémonie historique et assez importante pour la Chine, bien sûr. Les présidents Poutine et Kim Jong-un sont à Pékin justement pour célébrer le 80e anniversaire de la reddition des Japonais en Chine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup donc de réactions suite à leur présence à Pékin. Beaucoup donc craignent même cette rencontre entre le président Poutine, le président de la Corée du Nord et le président chinois. Comment expliquer même cette crainte, Monsieur Nestor Podassé? Je pense que ça va passer. Monsieur Nestor Podassé, vous avez la parole. Alors, le temps de permettre à Monsieur Nestor Podassé de nous retrouver. Peut-être on va renvoyer la question au docteur Yakouba. Comment donc expliquer cette crainte même de plusieurs personnes, justement, de plusieurs géopoliticiens sur la scène internationale? Alors, le temps justement de permettre encore à nos différents invités d'assurer une bonne liaison avec nous.
On va tout simplement rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez participer à cette émission. Elle se veut interactive, hein. Vous savez très bien les modalités donc, de participation à ce programme. Monsieur Nestor Podacé, la question vous est adressée. On dirait qu'il y avait problème de connexion. Allez-y, monsieur Nestor. Activez votre micro, on n'entend rien là. C'est bon maintenant? Nous vous recevons, allez-y. Donc, j'ai tenu en Chine avec la présence de Vladimir Poutine, président de la Russie, ainsi que le dirigeant de la Corée du Nord, est un signe qui montre que les hommes de paix et les grands savent construire un monde multipolaire tirant de cette dictature unipolaire imposée par des hommes ni loi sans foi et l'OTAN leur imposer leur barbarie à tout le monde entier. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est de saluer cette retrouvaille qui, encore ce soir, j'ai vu que la Russie et la Chine ont signé un document de protocole d'accord de 20 points et 20 numéros où c'est beaucoup plus basé sur la technologie, c'est-à-dire l'énergie et puis l'intelligence artificielle d'IA, parce que ce monde-là est en train de diriger vers cela. Celui qui maîtrise la technologie, la science et l'énergie ainsi que l'intelligence artificielle et qui vont dominer ce monde. Donc, en voyant ce partenariat de 20 points, 20 protocoles d'accord entre la Russie et la Chine, nous, on ne fait qu'apprécier parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont décidé d'accompagner l'AIS, qui ont décidé de nous accompagner pour que les pays qui veulent se libérer se libèrent. Je dirais qu'il y a la Russie qui vient en premier, il y a la Corée du Nord, il y a le Cuba, il y a le Venezuela et aussi il y a la Chine qui fait partie. Donc nous ne pouvons que saluer cette retrouvaille historique qui marque un point d'avance parce que j'ai vu quelque part où l'Amérique et le Japon ont demandé à être présents pour assister et on a refusé qu'ils viennent, qu'ils participent. C'est ça qu'on appelle souveraineté assumée. J'ai aimé. Et je pense que c'est le temps que tous les pays qui veulent se libérer commencent à se comporter ainsi. C'est en cela que nous pouvons vraiment affirmer notre souveraineté, imposer pour dire que non, le monde ne peut plus être unipolaire, il faut qu'il y ait un monde multipolaire. Et c'est ce qui est en train de se faire. Je pense que les pays asiatiques, avec la Russie, ils ont bien compris. Et je pense qu'en Afrique, l'AIS est un embryon qui démarre. C'est aux autres pays africains d'avoir cette intelligence et de rejoindre l'AIS pour qu'on puisse faire chemin. Au lieu de s'asseoir toujours dit, il y a sommet Afrique, Russie, Afrique, Chine, Afrique, France, Afrique, Bretagne, Afrique, États-Unis d'Amérique. Il est temps maintenant que ça soit sommet Sud-Sud, Afrique, Afrique. C'est ce que nous voulons. Et en ce moment, si on veut, on invite qui on veut. Si on ne veut pas aussi, on tient la réunion entre nous ici, tel que le sommet qui s'est passé le 6 juillet 2024 à Niamey, pour l'officialisation de la confédération de l'AIS. Et je pense que la deuxième session aura lieu à Bamako. Donc aujourd'hui, en regardant ce sommet de l'autre côté de la Chine, je vois ce que nous sommes en train de vivre ici. Même si nous sommes au point de départ, nous ne pouvons que saluer les deux grandes puissances qui se retrouvent pour signer ces gens d'accord. Nous ne pouvons que dire bravo, félicitations, vous faites un bon boulot. Nous aussi, ça nous inspire. Nous devons aussi suivre les pas ici afin de pouvoir vraiment continuer à vivre notre souveraineté. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Nestor Podacé. Alors, docteur Zanon Yacouba Traoré, cette crainte face à la consolidation de l'amitié stratégique entre ces trois États est-elle véritablement pertinente? Merci bien, madame. Je pense que c'est une nouvelle alliance qui est en train de se mettre en place. C'est vrai que nous ne sommes pas encore
configuration de l'OTAN et de l'autre côté, mais nous voyons très bien que côté Est, c'est une alliance qui est en train de se mettre en place. Et d'abord, c'est une rencontre tripartite, c'est vrai, mais au-delà, il faut voir les partenaires et les amis et les partenaires souvent qui sont cachés, qui attendent le bon moment pour accompagner. Donc, je pense que c'est un bloc en formation et je ne sais pas si vous relier ça à l'histoire de la Russie, mais une chose est sûre, c'est que ce sont déjà des nations qui sont quand même fortes, qui détiennent, tout le monde le sait, le nucléaire. Et donc, quand ces trois nations se rencontrent dans une telle situation, et c'est vrai que ce n'est pas une menace, mais c'est quand même un défi géopolitique international. Parce qu'en réalité, vous savez tous ce que vaut aujourd'hui donc la Corée du Nord et avec et le président actuel. Donc, vous savez aussi sa force de frappe, vous savez ses menaces, vous savez ce qu'il vaut réellement en termes discursifs, déjà, c'est important. Et donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et la Chine, c'est vrai qu'elle est davantage concentrée sur l'économie, mais l'intérêt géopolitique importe beaucoup, géostratégique importe beaucoup. Et la Chine cherche à travailler depuis toujours avec la Fédération de Russie et avec la Corée du Nord. Les rapports sont très bons. C'est vrai que tout n'est pas affiché, tout n'est pas public, mais il faut dire que quand même, il y a des relations assez étroites. Et nous pensons que ces relations seront davantage formalisées. Et la Russie et la Corée du Nord, c'est connu. Vous savez bien que plusieurs soldats, on parle de 3000 soldats nord-coréens qui combattraient donc du côté de la Russie en Ukraine. Une chose est sûre, c'est que depuis l'opération militaire en Ukraine, et le rapprochement est évident entre la Corée du Nord et la Russie. Et vous savez que ce sont des relations historiques. Depuis les années 61, la Chine et la Russie, il y a déjà des relations qui ont été renforcées récemment. C'est pour dire qu'au-delà de la rencontre du 3, il faut dire qu'il y a déjà une coopération bilatérale solide entre la Russie et la Corée du Nord, d'une part, et d'autre part entre la Russie et la Chine. Et donc, nous pensons que cette rencontre s'inscrit, et j'allais dire, dans l'évolution de ces partenariats. Et à la longue, nous verrons bien ce que ça pourrait donner. Mais cette rencontre tripartite, il faut retenir que si cette rencontre tripartite, si elle ne suppose pas, du coup, menace géopolitique, elle suppose tout au moins qu'il y a un défi géopolitique. C'est ce que je peux dire. Alors, je reste avec vous. Vous faites bien de parler donc d'un défi géopolitique, mais quels sont réellement sur le plancher économique les enjeux d'un renforcement ou alors d'une consolidation de cette amitié qui se veut stratégique? Bien. Et madame, vous savez que, et comme je le dis toujours, en géopolitique, et suivant le courant réaliste, sur la scène internationale, les États viennent pour des intérêts, les États viennent pour les survie. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour l'idéal, mais nous sommes là pour nos intérêts. Et c'est cela le courant réaliste sur la scène internationale. Et donc, quand la Chine, qui est davantage préoccupée par ses intérêts économiques, se retrouve avec la Russie, portée par les intérêts géostratégiques, les questions de l'armée, la vente des munitions, la logistique militaire, la formation des soldats, un peu partout dans le monde, quand ces nations se rencontrent, vous savez très bien qu'il y a bien des choses qui peuvent se passer. Et la Corée du Nord, vous savez très bien aussi que c'est un État assez menaçant dans cette zone-là et qui détient aussi le nucléaire, vous le savez très bien. Et donc, ces trois nations se rencontrent, ça veut dire beaucoup de choses, ça suppose beaucoup de choses pour la géopolitique internationale. Et quand on tient compte de l'histoire récente de la crise en Ukraine, d'une part où on a un bloc occidental, et puis de l'autre côté, la Russie, la Chine, et bon, je peux dire plus loin l'Inde qui devient une véritable puissance. Et au fur et à mesure, nous savons très bien que dans les années à venir, c'est que voudra l'Inde avec une population aussi nombreuse. Et tout ça, ça présente des effets. Il y a des intérêts géopolitiques dans tout cela. Une grande population, ça importe beaucoup.
Et n'oubliez pas l'impact de cette population indienne, notamment aux États-Unis et tout ça, avec cette diaspora qui domine beaucoup fort tout ce qui est. Donc, et vous savez que ce 21e siècle, avec le déplacement de tout ce qu'il y avait comme industrie à l'époque, la technique, la technologie qui était en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui s'est déplacée vers l'Asie, vers le Japon, Corée, Inde, la Russie. Donc il y a un changement géopolitique international important à ce niveau, au niveau de la technique, de la technologie. Et donc, quand des États aussi puissants, notamment la Chine, qui au niveau économique se retrouve là avec la Russie au niveau militaire, et donc ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Alors, Monsieur Larva Bagaya, vous avez très bien suivi l'intervention des deux précédents experts. Alors, selon vous, est-ce à dire que cette amitié, justement, entre ces trois chefs d'État, va plutôt remodeler l'équilibre mondial? Monsieur Bagaya, vous avez la parole. Alors, le temps... Activez votre micro, je vous en prie, Monsieur Bagaya. Alors, le temps de permettre à ce dernier de... Ok. Voilà, voilà. Allez-y. Bon, je disais que bien entendu, j'ai compris l'intervention de mes co-panélistes. Maintenant, Pyongyang réussit Pékin. Maintenant, à quoi il faut s'attendre? Une stratégie géopolitique ou bien une stratégie économique. Moi, je pense qu'on peut mettre en place, on peut mettre deux volets principaux. D'accord? Le premier volet, c'est quoi? C'est le volet militaire. Voyons que la Russie, dans le conflit avec l'Ukraine, il a été, même si ce n'est pas de façon officielle, il a été soutenu par ces deux pays. D'accord? La Chine et la Corée du Nord de Kim Jong-un. Maintenant, les Coréens, ils ont jugé nécessaire d'apporter des moyens pour maintenant aider la Russie, les militaires aussi. Mais nous voyons que à cette aide, il y a un intérêt géopolitique. Parce que la Corée, dans son programme nucléaire, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un vecteur qui peut porter quand même ses charges nucléaires. Et puis, cette technologie, nous savons bien que la Russie utilise cette technologie à la perfection. D'accord? Donc, on peut dire que cette rencontre profite d'une part à la Russie, ça profite aussi de l'autre part à la Corée du Nord et ainsi que la Chine. D'accord? Maintenant, l'apport de la Chine, c'était, on peut quand même dire que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, forcément les Chinois devaient quand même s'intéresser à ça et apporter leurs aides au niveau de la Russie, même si ce n'est pas de façon officielle. Et la Corée aussi a fait de même. D'accord? Donc, ce que je pouvais peut-être ajouter par rapport à ce que les deux panélistes viennent de montrer par rapport à cette situation. Merci pour votre intervention. Monsieur Nestor Podassé, on va faire, c'est avec vous que nous allons refermer ce sujet d'accueil. Est-ce que selon vous, cette amitié va donc changer ou alors remodeler l'équilibre mondial? Effectivement, je pense qu'il fallait une alliance de ce genre. Pourquoi? Parce que l'Occident, nous savons que l'État est là, fait des résultats, programme impérialiste. Il faut impérativement une force de bâtiment. D'abord, c'est la loi de l'équilibre. Et la Russie est là, la Russie est en train de fédération. Mais cette fédération a décidé à plusieurs forcément des alliés. D'où là, la création de deux stades. Pékin, Pyongyang et Moscou. Donc moi je pense que ça peut quand même donner un bâtiment. Et puis ça peut donner une naissance à un monde multipolaire où
sécurité de façon dans la sécurité, totale. D'accord? Il fallait justement une force de sécurité pour que les uns et les autres puissent quand même s'épanouir. Et je peux aussi dire que l'Afrique prend beaucoup à profiter de cette stratégie dans la mesure où nous savons avec l'AES, nous venons de voir que nos partenaires. Merci pour ce complément d'explication. Merci pour ce complément. La question était adressée à Monsieur Nestor Podacé. Merci tout de même pour cet ajout en termes d'analyse. On va remettre la parole à Monsieur Nestor Podacé donc pour refermer ce sujet d'accueil. Monsieur Nestor Podacé, vous avez la parole. Alors, fort malheureusement, petit souci technique du côté donc de Monsieur Nestor Podacé. Il nous reviendra dans une poussière de secondes à coup sûr. On va directement entrer dans la deuxième thématique à l'ordre du jour à travers une petite respiration.